Mon mari a froidement annoncé au conseil d'administration. Vous êtes viré. Prenez ce vieil ordinateur portable et sortez de mon entreprise. Cette phrase a effacé 40 ans de ma jeunesse, sacrifiée à ses côtés pour bâtir l'empire d'1 million de dollars que nous avons aujourd'hui. À côté de lui, la secrétaire devenue maîtresse a souri avec suffisance et a posé sa main sur son épaule comme si elle était la nouvelle maîtresse de maison. J'ai eu la gorge nouée et j'ai ravalé mes larmes. Quelques instants plus tard, la sécurité m'a jeté à la porte avec l'ordinateur portable cabossé qu'ils m'ont rendu d'un air moqueur. Mais ils n'avaient aucune idée qu'en seulement 10 minutes, le code d'accès que j'avais implanté sur cet ordinateur portable ferait s'effondrer leur empire d'1 million de dollars sous leurs yeux. Si vous m'écoutez encore, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une nouvelle marque dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour qu'elle puisse aller encore plus loin. Je suis Hélène Dubois, 66 ans. Il y a 40 ans, mon mari et moi avons créé Nexcore depuis un minuscule appartement avec seulement 2 chaises en plastique et un vieil ordinateur. Je suis l'ingénieur en logiciel, le cerveau derrière le système, et c'est lui qui est allé dans le monde pour persuader les clients. Pendant des décennies, j'ai vécu dans l'ombre, croyant que tout ce que nous faisions était à 50-50e. Mais en y repensant maintenant, je vois que j'ai été réduite à une ombre pâle derrière lui, repoussée de la lumière par l'homme même en qui j'avais une confiance absolue. Je suis restée immobile dans le long couloir, les néons pâles reflétant mon visage sur le mur de verre. Les talons hauts de Vanessa claquaient derrière moi, mêlés à un rire doux et moqueur. Le conseil d'administration était assis en silence. Pas une seule personne n'a pris ma défense. Quelques-uns avaient été des amis, avaient partagé avec moi ces jours brutaux de start-up, et maintenant ils ne faisaient que baisser la tête vers la table comme si ma présence était une nuisance. Je tenais l'ordinateur portable dans mes mains, les touches usées et brillantes par des dizaines de milliers d'heures de codage, les lignes mêmes que j'ai écrites pour protéger des centaines d'entreprises françaises contre les cyberattaques. Et maintenant, on me le rendait comme un déchet. J'ai entendu Thomas murmurer à Vanessa, c'est fait. À partir de maintenant, tu dirigeras Nexcore avec moi. Sa voix était sèche et froide, rien à voir avec l'homme qui m'avait tenu la main dans un appartement moisi de Lyon il y a 4 décennies, et qui avait promis de marcher avec moi jusqu'à la fin de la vie. 2 gardes de sécurité se sont approchés. L'un d'eux a dit, « Madame Dubois, par ici, s'il vous plaît. » J'ai dégluti avec difficulté, ne voulant pas qu'il me voie pleurer. Je suis sortie la tête haute, comme si c'était moi qui choisissais de partir. La porte en verre s'est refermée derrière moi, me laissant seule dans le vent vif d'un matin d'octobre à Paris. J'ai pris une profonde inspiration. À l'intérieur, je brûlais et souffrais comme si quelqu'un écrasait mon cœur dans son poing. J'ai renoncé à ma jeunesse, à mes rêves, à ma propre carrière pour construire Nexcore avec Thomas. Je me suis assise nuit après nuit dans une cuisine exiguë, écrivant ligne après ligne de code pendant qu'il rencontrait des investisseurs. Je l'ai soutenu pendant les années de vaches maigres où nous ne pouvions pas nous payer un lit et dormions sur un matelas par terre. Et aujourd'hui, après 40 ans, il a tout effacé d'une seule phrase. Vous êtes viré. Je me suis assise sur les marches de pierre froide à l'extérieur du bâtiment de Nexcore, serrant l'ordinateur portable contre ma poitrine. Les gens passaient, me jetant un regard, une femme de 66 ans en tailleur, le visage pâle, mais les yeux toujours flamboyants. Personne ne savait qu'à l'intérieur de cette vieille machine se trouvait l'arme que j'avais mis des mois à préparer. 10 minutes. Juste 10 minutes de plus et le code que j'avais implanté commencerait à s'exécuter. Il ne détruirait pas les données ni ne mettrait en danger les clients, mais il exposerait la vérité que je détenais seul les clés de sécurité. Il transformerait tout ce dont Thomas et Vanessa se vantaient en cendres. Je me suis souvenu du regard de Vanessa quand elle a posé sa main sur l'épaule de mon mari, triomphante comme si elle avait gagné un jeu sale. Ils pensaient que j'allais pleurer, supplier et partir en perdante. Mais ils ont oublié que c'est moi qui écris le cerveau de Nexcore. Sans moi, cet empire est un château de sable attendant la marée. Le clocher de l'église voisine a sonné. 1, 2, 3 heures. Mon cœur battait au même rythme. J'ai ouvert mon sac à main et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran de mon téléphone. Le compte à rebours était en cours. 9 minutes et 13 secondes restantes. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les souvenirs m'envahir. Je suis retournée à un matin d'automne de 1985, lorsque Thomas et moi étions assis dans un petit café du centre de Lyon, complotant une idée folle, un système capable de prédire et d'arrêter les cyberattaques. Les gens ont ri et ont dit que nous n'étions qu'un couple de rêveurs. Mais je croyais en mon esprit et Thomas croyait en son don de persuasion. Chaque ligne de code, chaque conception, chaque projet de contrat portait notre marque. J'ai vécu toute ma vie pour ce rêve. Et maintenant, on me jetait de côté comme une vieille chose. Le vent s'est levé, des feuilles de platane rousse se dispersant autour des marches.
J'ai resserré mon manteau et j'ai levé les yeux vers le 15e étage où le conseil d'administration était toujours assis dans cette salle vitrée. À présent, Thomas levait probablement une tasse de café avec Vanessa, certain qu'il m'avait effacé pour de bon. J'ai souri faiblement. Il ne savait pas que mes mains étaient celles qui tenaient leur destin. J'ai de nouveau inspiré, mes mains tremblaient mais mes yeux étaient vifs. Dans quelques minutes, Nexcore, mon enfant, montrerait au monde qui détenait vraiment le pouvoir. Et quand il le ferait, Thomas, Vanessa et tout le conseil d'administration seraient confrontés à la vérité nue. Ils avaient trahi la mauvaise personne. Ils n'avaient aucune idée de la tempête qu'ils venaient de déchaîner. Je me souviens clairement de ces premiers jours dans un appartement miteux loué à la périphérie de Lyon. 2 pièces, des parquets qui craquent et un coin cuisine trop petit pour une vraie table. Nous avions un vieil ordinateur avec un moniteur épais, lent comme un escargot, et pourtant il est devenu le cœur de notre rêve. Le jour, je travaillais à temps partiel dans une petite librairie pour payer le loyer. La nuit, je m'asseyais par terre au milieu de piles de croquis et de diagrammes, tapant ligne après ligne de code. Sur la table, une tasse de café froid à côté d'un paquet de nouilles instantanées à moitié mangées. Certaines nuits, je travaillais jusqu'à ce que le soleil perce à travers la fenêtre. J'avais les mains si douloureuses que je pouvais à peine les lever, mais je parvenais quand même à écrire une ligne de plus. Thomas, débordant de l'énergie de ses 30 ans, n'était pas doué pour la programmation, mais il aurait pu vendre de la glace à un Esquimau. Il frappait à toutes les portes, bureaux, cafés, où de jeunes investisseurs se rencontraient pour présenter l'idée qui, nous en étions convaincus, pouvait changer la technologie. Un système qui prédisait les vulnérabilités avant que les pirates n'attaquent. Pas seulement bloquer ou réparer, mais voir le risque avant qu'il ne se produise. Au début, tout le monde a ri. Certains ont tapoté l'épaule de Thomas et ont qualifié cela de farfelu, disant qu'aucun algorithme ne pouvait prédire les cyberattaques. Mais il rentrait à la maison, me voyait m'acharner sur cette vieille machine et disait « Continue d'écrire, Hélène. Je les forcerai à écouter. » Alors j'ai écrit, et écrit sans m'arrêter. Le code s'est accumulé. Des bugs sont apparus et ont disparu. J'ai corrigé, testé, échoué et recommencé. Le petit appartement sentait le café. Le clavier cliquetait sous la pluie constante de Lyon. Parfois, nous nous endormions par terre et nous nous réveillions avec des maux de dos, puis nous nous sourions. Un jour, tout cela en vaudra la peine. Lorsque le premier prototype a finalement fonctionné, Thomas m'a serré dans ses bras, les yeux brillants. Nous l'avons fait, Hélène. Tu es un génie. J'ai souri, la sueur perlant encore sur mon front. À ce moment-là, toute la fatigue s'est dissipée. Nous nous sommes mariés juste au moment du lancement du premier produit. Pas de robe somptueuse, pas de grande cérémonie. J'ai acheté une simple robe blanche en ligne pour 150 €. Nous sommes allés à la mairie un mardi après-midi, avons signé les papiers, puis avons célébré avec une pizza dans un petit restaurant de quartier. Thomas m'a pris la main, les yeux sincères. Nous sommes à 50-50e dans le travail et dans la vie. Je te le promets. Cette promesse m'a guidée pendant des années. Je l'ai cru. Je croyais que nous ne faisions qu'un, inséparables. L'entreprise a grandi. Nous avons quitté l'appartement pour une pièce bon marché dans un vieil entrepôt. La peinture s'écaillait sur les murs, des tuyaux apparents, des sols en béton, mais cela nous semblait être un palais. J'ai installé les serveurs dans un coin, j'ai tiré des câbles partout, et Thomas a installé un tableau blanc avec un objectif, 1 million d'euros de contrat en 2 ans. Lorsque nous avons signé notre premier petit contrat avec une compagnie d'assurance locale, nous nous sommes étreints et avons pleuré sur place. Ce n'était que quelques milliers d'euros, mais cela prouvait que le rêve était réel. Les années qui ont suivi ont été dorées. Je travaillais 18 heures par jour, écrivant des centaines de milliers de lignes de code, construisant de nouveaux algorithmes. Thomas sillonnait le pays pour rencontrer des clients, lever des fonds et présenter notre projet au comité d'investissement. Parfois, il rentrait tard, épuisé, mais il me serrait toujours dans ses bras et me murmurait « Nous sommes en train de gagner, Hélène. » Notre amour était lié au travail. Je me souviens de notre 5e anniversaire de mariage, où nous avons sauté un restaurant chic et mangé des nouilles en coupe au bureau. Le néon vacillait, mais Thomas m'a versé un verre de vin bon marché et m'a dit « C'est le dîner le plus romantique de ma vie. » J'ai ri, j'ai levé mon verre, croyant que notre amour était incassable. Nous avons embauché plus de personnel et avons déménagé dans un bâtiment plus grand. Puis est arrivé le jour fatidique, notre premier contrat d'1 million d'euros. Un grand groupe financier a accepté d'utiliser notre système. Je vois encore Thomas faire irruption dans le bureau, le visage rouge de joie, tenant le contrat en l'air comme un trophée de championnat. Le personnel a applaudi et je suis resté immobile, des larmes de fierté coulant sur mes joues. Dans cette lueur éclatante de succès, mon amour pour Thomas s'est approfondi.
Je pensais que c'était le rêve de tous les couples. Construire ensemble, gagner ensemble, se tenir ensemble au sommet. Je n'avais aucune idée que la vieille promesse du 50-50e serait trahie si cruellement. Ce n'était pas juste une promesse, c'était le fondement de notre vie entière, et je n'ai pas vu les fissures apparaître jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Au début, lors des réunions du personnel, Thomas et moi étions assis côte à côte et partagions les tâches. J'expliquais la technologie. Il s'occupait des finances et de la stratégie. Nous étions les deux moitiés d'une chanson en parfaite harmonie, mais lentement, la mélodissait. Désaccordée. Je me souviens d'une réunion un lundi matin. Je présentais un diagramme d'un nouvel algorithme, expliquant comment il pouvait détecter les vulnérabilités en temps réel. Les yeux étaient rivés sur moi, mais avant que je puisse finir, Thomas m'a interrompu. « Laissez-moi traduire ça pour que ce soit plus facile à suivre », a-t-il dit avec un sourire mince. Il a reformulé ce que je venais de dire en termes plus simples, déformant parfois le sens technique. La salle a gloussé, comme s'il avait raconté une blague. Je suis restée assise là, serrant mon stylo, me sentant comme une enseignante déplacée dans sa propre salle de classe. Au début, j'ai pensé que c'était juste de l'étourderie, mais c'est devenu une habitude. Chaque fois que je commençais à parler, Thomas intervenait, soulignant que Hélène est brillante, mais laissez-moi vous l'expliquer d'une manière plus digeste. Peu à peu, j'ai remarqué que le regard du conseil d'administration sur moi avait changé. Ce n'était plus un respect total, mais plutôt une demi-patience, attendant que Thomas traduise. Je lui en ai parlé en privé plus d'une fois. Tu n'as pas besoin de me couper la parole, lui ai-je rappelé. Je peux être clair par moi-même. Il a passé un bras autour de moi et a souri d'un air suffisant. Je ne fais qu'aider. Tu es intelligente, mais parfois trop détaillée. Les gens ont besoin de la vue d'ensemble, pas d'un tas de codes enchevêtrés. Ça m'a profondément blessée. Ces lignes de code enchevêtrées n'étaient-elles pas l'âme de l'entreprise? Sans elles, de quoi pouvions-nous nous vanter? Mais Thomas avait pris l'habitude d'être le parleur, et j'étais reléguée au rôle de l'exécutante. Je l'ai ressenti encore plus lors des présentations aux clients. Au début, nous étions ensemble. Je faisais la démonstration, il persuadait. Puis je suis devenue un accessoire. Lors d'une réunion avec une grande banque, j'ai passé une semaine à préparer une démonstration en direct. J'ai présenté, nerveuse, et j'ai appuyé sur Entrée pour lancer le système. Le voyant est passé au vert. Résultat parfait. Mon cœur s'est envolé. Mais avant que le client ne puisse applaudir, Thomas s'est avancé, a passé un bras sur mon épaule et a souri. Vous voyez, c'est pour ça que Nextcore est différent. Hélène est un génie, mais elle est plus à sa place dans l'arrière-boutique. Mon travail est de mettre cette réussite sous les projecteurs. J'ai forcé un sourire, mais à l'intérieur, c'était comme un seau d'eau froide. Ces mots ont fermé une porte devant moi. Ma place était à l'arrière. Les projecteurs étaient pour lui. Après ses présentations, je m'asseyais souvent en silence dans la voiture, regardant les lumières de la ville de Lyon défiler, le cœur lourd. La vieille promesse du 50-50e s'était estompée. J'ai essayé de résister. Lors d'une réunion, je me suis levée et j'ai dit clairement, cette technologie est le résultat de mois de recherche. Je pense que nous devons l'expliquer avec précision, et non la simplifier à l'extrême. Thomas m'a jeté un regard, puis s'est tourné vers le conseil d'administration. Hélène se perd parfois dans les détails techniques. C'est parce qu'elle est passionnée. Mon travail est de garder les choses claires pour les clients. Ils ont hoché la tête. Quelques-uns lui ont souri avec sympathie, comme s'il était un mari patient supportant une femme trop absorbée. J'ai senti mon cœur se fissurer. Le changement ne s'est pas arrêté au travail. À la maison, Thomas a commencé à me mépriser. Avant, nous débattions de chaque grande décision pendant des heures. Maintenant, il disait simplement, « J'ai décidé. Tu n'as pas à t'inquiéter. » Un jour, je l'ai interrogé sur la nouvelle direction de l'entreprise et il a sèchement répondu, « Hélène, occupe-toi de ta partie technique. La stratégie, c'est mon travail. » J'étais stupéfaite. La promesse du « nous sommes à 50-50e » ne vivait plus que dans mes souvenirs. La réalité était devenue « je parle, tu exécutes ». Avec le temps, le conseil d'administration a commencé à voir Thomas comme le visage de l'entreprise. Il l'appelait le pionnier, et on me présentait comme la femme derrière l'écran. Chaque fois que j'entendais ça, ma poitrine se serrait. Je ne désirais pas les projecteurs, mais j'avais besoin d'équité. Notre relation s'effilochait de jour en jour. Le dîner, autrefois un moment où nous parlions de travail et de rêve, s'est transformé en silence. Il fixait son téléphone, envoyant des SMS à quelqu'un que je ne connaissais pas. Quand je lui demandais, il disait « client, partenaire, des choses urgentes ».
Je voulais le croire, comme je l'avais fait pendant des décennies. Mais au fond de moi, je savais que la graine de la trahison avait germé. Quand je repensais à notre jeunesse, je me souvenais du vieil appartement, du bruit de la pluie à la fenêtre, du moment où Thomas m'avait pris la main et avait juré que nous serions à 50-50e en tout. Ce regard avait disparu maintenant. À sa place se tenait un homme qui aspirait aux applaudissements, aimait les projecteurs et me traitait lentement comme une ombre. J'avais été sa moitié, sa cofondatrice, sa confidente. Maintenant, je n'étais plus que la technicienne de l'arrière-salle. La vérité la plus amère était que le mari en qui j'avais une confiance absolue était celui qui m'avait poussé hors de la lumière. Il n'avait pas seulement volé ma contribution, il avait volé notre histoire commune, la réécrivant pour être le seul héros. Je me souviens clairement du jour où Vanessa Martin est apparue chez Nexcore. C'était un matin d'avril alors que j'examinais les CV pour un poste d'assistante de direction. Parmi les candidatures fades, la sienne se détachait comme une carte dorée. Un MBA d'une prestigieuse université californienne, une expérience dans 2 grandes entreprises technologiques et un solide bilan avec des clients internationaux. C'est moi qui ai signé et l'ai fait passer au dernier tour. Je croyais que l'entreprise avait besoin de quelqu'un d'énergique, doué pour la communication, pour soutenir Thomas lors des réunions avec les partenaires. À l'époque, je pensais simplement qu'elle nous soulagerait tous les deux. Je ne m'attendais pas à ce que ma propre décision ouvre la porte à une tempête dans ma vie. Le premier jour, Vanessa a apporté une boîte de viennoiserie et l'a posée au milieu de la salle de pause des employés. Elle rayonnait, appelait tout le monde par son nom, même les personnes qui n'étaient là que depuis quelques mois. Je me souviens encore qu'elle est venue vers moi, a posé une petite viennoiserie sur mon bureau et a dit « Madame Dubois, j'ai tellement entendu parler de vous. C'est un honneur de travailler avec vous. » J'ai souri en retour. Intérieurement, je me suis sentie un peu réchauffée. Depuis des années, presque personne ne me témoignait de petites attentions comme celle-là. Je croyais que Vanessa était une bonne personne et qu'elle pouvait aider Nexcore. Les premiers mois, Vanessa a travaillé si dur que cela a surpris tout le monde. Elle se souvenait de l'anniversaire de chaque employé, préparait de petites cartes et organisait même parfois des fêtes surprises avec des pâtisseries. Elle savait comment remonter le moral et faire en sorte que l'entreprise ressemble à une famille. Il n'a pas fallu longtemps pour que Vanessa devienne le bras droit de Thomas. Pour chaque réunion client, elle organisait tout, de la disposition des sièges et des documents aux collations. Elle voyageait avec Thomas pour les voyages d'affaires, se tenait à ses côtés pendant les présentations et prenait des notes méticuleuses. J'ai vu l'alchimie croissante entre eux. Au début, je me suis dit que c'était juste le travail, mais ensuite les heures supplémentaires ont commencé à apparaître. Thomas appelait souvent à la maison en disant « Je dois rester au bureau. Vanessa et moi avons encore beaucoup de travail à finir. » Au début, je l'ai cru. Mais quand c'est arrivé presque tous les soirs, ma confiance a commencé à vaciller. Je me souviens d'une fois, il était près de minuit quand Thomas est enfin rentré. Sa chemise sentait fort un parfum sucré que je n'avais jamais senti auparavant. Quand j'ai demandé doucement, « Tu travailles plus tard. Tu vas bien ?» Il a répondu sèchement, « Hélène, ne sois pas si soupçonneuse. Tu t'inquiètes toujours pour rien. Tu sais, parfois tu n'es pas stable. Tu m'épuises. » Je suis restée silencieuse. En 40 ans, Thomas ne m'avait jamais parlé comme ça. Son reproche m'a fait l'effet d'un couteau. Je ne pouvais que rester silencieuse, ravalant ma peine dans le noir. À partir de ce moment, la distance entre nous s'est creusée. Le matin, nous parlions à peine. Le soir, il prétextait souvent des réunions urgentes ou des clients exigeants. J'ai réalisé que notre table de dîner n'avait plus que moi, fixant la chaise vide en face de moi. Dans l'entreprise, j'ai commencé à me sentir comme une étrangère. Les jeunes employés allaient plus souvent faire leur rapport à Vanessa qu'à moi. Pour les réunions importantes, Thomas s'asseyait avec elle pour discuter, et je n'étais appelée que pour valider les questions techniques. Il me traitait comme une bête de somme silencieuse, tandis que les projecteurs et les louanges allaient entièrement à Thomas et Vanessa. Parfois, je regardais Vanessa et je la voyais sourire quand quelqu'un appelait Thomas « l'âme de Nexcore ». Ce sourire me faisait l'effet d'une piqûre d'épingle dans la poitrine. Je me souvenais de l'époque où Thomas m'appelait sa moitié indispensable. Maintenant, la confiance de notre mariage avait été remplacée en douceur et cruellement par Vanessa. J'ai commencé à me demander si j'avais donné à Thomas les clés pour détruire notre mariage le jour où j'ai signé les papiers d'embauche de Vanessa. Je me sentais flouée, non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant que cofondatrice. La femme que j'avais moi-même choisie pour nous aider était en train de me déposséder de tout ce que j'avais construit, une part à la fois. Ce soir-là, une pluie fine tombait et le vent de la baie de la Seine agitait les rideaux de la chambre. J'étais assise au bureau, la chaude lumière de la lampe sur mes mains fines alors que j'examinais le rapport financier mensuel.
Thomas avait dit qu'il serait en retard à cause d'une réunion avec un client en dehors de la ville. J'étais habituée à des nuits comme ça. Appels urgents, voyages imprévus et ces courts textos, je suis occupée. Va dormir. Mais cette nuit-là, quelque chose m'empêchait d'éteindre la lumière ou d'aller au lit. Une vague intuition s'est glissée dans mon cœur. Quand Thomas est rentré, il était près d'1 heure du matin. J'ai entendu le moteur de la voiture dehors. Je suis allée dans le salon en faisant semblant de plier des couvertures. Il a ouvert la porte. Sa chemise était froissée, le col légèrement ouvert. Et ce qui m'a stupéfiée, c'est ce parfum sucré familier, celui que portait Vanessa. Je n'ai rien dit et je l'ai juste regardé. Thomas a évité mon regard et a rapidement posé sa mallette sur une chaise. Je suis fatiguée. Ne commence pas, a-t-il dit, puis il s'est dirigé directement vers la salle de bain. 1 heure plus tard, quand il s'est endormi, je suis allée à cette mallette. Je ne suis pas une femme curieuse, mais mon instinct me disait que quelque chose m'attendait à l'intérieur. J'ai ouvert son téléphone. Son code d'accès était toujours les 4 chiffres de ma date de naissance. Il ne pensait pas que je vérifierais. Peut-être parce qu'il me croyait trop douce pour douter de lui. Puis j'ai vu le message. Une courte ligne, mais qui m'a fait l'effet d'une lame froide en plein cœur. La soirée de ce soir était un rêve. Je t'attends. Le message venait de Vanessa Martin. En dessous, il y avait des rangées d'émojis en forme de cœur rouge vif. Je suis restée figée alors que l'écran devenait flou. Devant mes yeux. Je l'ai lu et relu, mes mains tremblaient. Chaque caractère, chaque signe de ponctuation était une nouvelle coupure. Je n'ai pas crié, je n'ai pas jeté le téléphone, je ne l'ai pas réveillé pour le confronter. J'ai simplement éteint l'écran, tout remis exactement à sa place et je suis sortie sur le balcon. Dehors, la pluie avait cessé, mais à l'intérieur de moi, c'était une tempête sans fin. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai vécu dans un état second. Je suis allée au bureau et je les ai regardés debout ensemble dans le couloir, Vanessa souriante, tenant une pile de dossiers, Thomas posant sa main sur son épaule pour lui montrer quelque chose. Le geste était assez intime pour que n'importe qui puisse le voir. Je me suis dit que j'avais peut-être mal compris, que c'était juste de la proximité professionnelle. Mais ensuite, en examinant les dépenses de l'entreprise, j'ai trouvé des paiements étranges. Des factures d'hôtels de luxe à Bordeaux, Nice, en Bourgogne, toutes étiquetées « Réunion client ». La partie étrange était que ces clients n'existaient pas discrètement. J'ai copié tous les relevés et les ai enregistrés dans un fichier séparé sur mon ordinateur personnel. Une sensation de froid s'est répandue en moi alors que les pièces du puzzle s'emboîtaient. Puis, un lundi matin, en vérifiant les emails internes, j'ai accidentellement vu un message mal dirigé. Il était adressé à Thomas, mais comme le système m'avait encore dans un ancien groupe de permission, une copie a atterri dans ma boîte de réception. L'objet était court, le chalet du week-end sera à nous. Je l'ai ouvert. Vanessa avait écrit, j'ai tout préparé. Viens et je te cuisinerai ton dîner préféré. Personne ne pourra nous déranger. J'ai lu chaque mot lentement. Ma poitrine s'est serrée. Le chalet du week-end, l'endroit où Thomas et moi allions pour nos anniversaires, où il avait dit un jour que c'était juste pour nous deux. Maintenant, c'était leur nid. Je ne pouvais plus respirer. Je me suis levée, je suis allée aux toilettes et j'ai regardé mon visage dans le miroir. Une femme de 66 ans avec des yeux fatigués et des cheveux grisonnants. J'y ai vu de la douleur et un éveil. Je savais que si j'explosais, tout exploserait. Mais la colère ne ferait que me faire perdre le contrôle. Je ne pouvais pas perdre comme ça. Je devais les laisser se poignarder avec la lame même qu'ils avaient forgée. J'ai commencé à rassembler discrètement des preuves. Chaque email, facture et SMS a été copié et sauvegardé dans un dossier crypté avec la technologie que j'avais construite pour Nexcore. Puis un jour, la chance m'a souri. Ou peut-être que le destin a pris mon parti. Un jeune informaticien, Kenny, est venu me voir l'air mal à l'aise. « Madame Dubois, je pense que vous devriez voir ça », a-t-il dit. Il avait une petite clé USB devant moi. J'ai trouvé un fichier marqué comme caché dans le système de caméra. Je n'étais pas sûre de devoir dire quelque chose, mais je vous respecte. J'ai ouvert la clé USB dans mon bureau privé. L'écran montrait des images granuleuses de la caméra de l'ascenseur de l'immeuble. Thomas et Vanessa s'embrassant sous une faible lumière jaune, totalement inconscients de la caméra cachée dans le coin. Je suis restée immobile. Plus de larmes. Plus de tremblements, juste un vide froid. Peut-être que la chose la plus douloureuse n'est pas la trahison elle-même, mais de devoir sourire comme si on ne savait rien. Je me suis demandé, avez-vous déjà dû rester silencieux comme ça juste pour garder votre amour-propre? Si cette histoire vous touche, laissez quelques mots dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux.
J'ai capturé chaque image et les ai sauvegardées avec les SMS, les emails et les relevés. Tout a été compilé dans un fichier secret nommé « Projet V ». Dans ma tête, j'ai entendu mes propres mots d'il y a des années. Nous sommes à 50-50e dans la vie et dans le travail. Maintenant, je comprenais. J'étais la moitié qu'il avait coupée quand je n'étais plus utile. Ce soir-là, quand Thomas est rentré, j'ai quand même préparé le dîner comme d'habitude. Je n'ai pas posé de questions, je n'ai pas accusé, je ne l'ai pas regardé trop longtemps. Je voulais qu'il croie que je ne savais rien. Je l'ai écouté parler d'une longue et épuisante réunion, j'ai souri et je lui ai versé plus de vin. À l'intérieur, je ressentais un calme glacial. Cette nuit-là, je me suis allongée à côté de lui, écoutant la respiration régulière de l'homme qui avait autrefois représenté le monde entier pour moi. J'ai réalisé que mon amour pour lui était mort. Seul le devoir et l'habitude restaient. Mais sous ce calme, un autre feu grandissait. Le feu de la résistance. J'ai juré qu'il ne devinerait jamais que la femme qu'il considérait comme faible serait celle qui ferait tout s'effondrer. Je n'avais pas besoin de crier, pas besoin d'une scène dramatique, pas besoin de larmes. J'avais besoin d'un plan. Et ce plan a commencé cette nuit-là même, lorsque j'ai rouvert mon ordinateur portable et regardé les anciennes routines de sécurité du code que seul moi comprenais, que seul moi avait le droit de toucher. Ils me croient faible, me suis-je murmuré. Mais cette fois, leur trahison se retournera contre eux. Dehors, la ville était plongée dans la nuit. Les lumières scintillaient sur le lac tranquille, reflétant ma propre âme. Une femme qui a donné sa vie à l'amour et au travail. Maintenant, à la croisée des chemins de la défiance. Et au fond de moi, je savais que lorsque le matin viendrait, je ne serais plus la Hélène d'hier. Après cette nuit où j'ai rassemblé suffisamment de preuves de la trahison, mon cœur s'est transformé en glace. Je ne me suis pas effondrée comme une épouse trompée. Au contraire, une force tranquille s'est élevée en moi. J'ai compris que je ne pourrais pas les vaincre avec des larmes, et certainement pas avec des supplications. Je ne pouvais gagner qu'avec ce que j'avais créé, le code. À partir de ce jour, j'ai discrètement construit ce que j'appelais le code d'assurance. Dans chaque ligne du système de Nextcore, j'ai intégré une signature invisible, une marque d'auteur, comme ma signature secrète. Cela n'affectait pas les opérations. Personne d'autre que moi ne pouvait la repérer. Mais cela prouvait une chose, c'est moi qui avais écrit l'âme de ce système. Chaque nuit, je restais tard au bureau. Les murs de verre reflétaient ma silhouette dans la pièce vide. Mes doigts tapaient régulièrement, chaque frappe étant comme un battement de cœur. J'ai créé des issues de secours, des portes dérobées cachées que seul moi savais comment désactiver. Si jamais on me poussait complètement dehors, quelques frappes au clavier pourraient arrêter le système, et seul moi pourrais le restaurer. Je ne l'ai pas fait pour détruire, mais pour me protéger. Dans la technologie, le pouvoir ne réside pas dans un titre de PDG ou dans des discours sur scène. Le vrai pouvoir vit dans le code, où tout vit ou meurt d'une simple pression sur la touche entrée. Et sur ce champ de bataille, je savais que j'étais encore imbattable. Je me souviens de la nuit où j'ai terminé le premier bloc de code d'assurance. La pluie crépitait dehors, embuant la fenêtre. J'ai essuyé des larmes avec le dos de ma main et j'ai regardé l'écran noir qui brillait de lignes vertes. Un mélange de douleur et de fierté m'a envahi. Douleur de la trahison de mon mari et d'être écartée de ma juste place. Fierté parce que j'avais encore la force de m'accrocher à l'œuvre de ma vie. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai commencé à enregistrer chaque commis, chaque changement et chaque mise à jour à mon nom. J'ai stocké des sauvegardes minutieuses avec des horodatage, une preuve claire que j'avais construit les fondations. Je savais qu'un jour, lorsque Thomas et Vanessa essaieraient de m'effacer, j'aurais un coffre-fort de preuves pour me défendre. En même temps, j'ai discrètement enquêté sur les finances. Avec un œil averti, j'ai repéré des dépenses suspectes. Une filiale créée au Luxembourg, un nom étrange, recevant régulièrement de l'argent de Nextcore. J'ai suivi la piste et j'ai découvert que c'était une société écran où Thomas et Vanessa pouvaient siphonner de l'argent sans se faire remarquer. J'ai imprimé chaque transaction et les ai classées soigneusement dans un deuxième classeur intitulé « Finance noire ». J'ai contacté un vieil avocat, Maître Durand, qui nous avait aidé à déposer les statuts originaux il y a 40 ans. Quand il a examiné les nouveaux documents, il a froncé les sourcils et a feuilleté les pages. « Hélène, votre nom a disparu de la liste des cofondateurs. Dans l'original, votre signature est juste ici. Mais dans une version modifiée récente, il n'y a que Thomas Leclerc. Quelqu'un a falsifié les documents. » Mon sang n'a fait qu'un tour. Ce n'était pas seulement une trahison amoureuse. C'était une trahison juridique et morale. Il voulait m'effacer comme si je n'avais jamais existé. J'ai quitté le bureau de l'avocat et j'ai marché dans les rues bondé le cœur vide. Chaque fois que je pensais à être humilié de cette façon,
je pleurais. Mais je pleurais en silence. Je refusais de crier ou de me plaindre à qui que ce soit. La nuit, quand Paris dormait, je m'asseyais devant l'écran, les doigts volant sur le clavier, les larmes tombant sur les touches. C'était comme si chaque ligne de code était mon propre sang. Certaines nuits, je ne pouvais pas faire la différence entre la pluie dehors et les sanglots étouffés dans ma gorge. Mais j'ai continué. J'ai ajouté plus de couches d'assurance, plus de notes cachées, plus de portes dérobées. Nextcore est devenue une ville de tunnels secrets, et j'étais la seule à détenir la carte. Un matin, j'ai regardé Thomas partir au travail dans un costume impeccable, Vanessa collée à son côté avec une pile de documents. Il marchait vite, riant comme s'il possédait Nextcore. Je me tenais à la fenêtre du 10e étage, les regardant, et j'ai pensé, allez-y, profitez de la gloire. Vous n'avez aucune idée que chaque pas que vous faites est sur un champ de mine que j'ai planté. Il y a eu des moments de faiblesse où j'ai voulu foncer, jeter le dossier au visage de Thomas et crier que je savais tout, mais je me suis retenue. Je comprenais que dès que je montrerais mon jeu, ils essaieraient de m'anéantir. Si je restais silencieuse, j'étais l'ombre dans les coins, une menace qu'ils ne verraient jamais venir. Je vivais 2 vies parallèles. Le jour, j'étais Hélène, la cofondatrice douce, calme et discrète. La nuit, j'étais une Hélène différente, l'épouse trahie, la codeuse posant des pièges, la combattante silencieuse. Chaque frappe, chaque nouvelle ligne de code était une lame que j'affûtais pour le jour du jugement. Une fois, en regardant mes doigts tremblants de fatigue, je me suis demandé, à 66 ans, je devrais me reposer, profiter de la paix avec des petits-enfants. Pourquoi suis-je encore en train de me battre avec ces froides lignes de code? Puis j'ai connu la réponse. Parce que je refuse d'être enterrée. Je ne laisserai personne effacer 40 ans de ma vie comme on supprime un fichier sur un ordinateur. La dernière nuit, avant de terminer l'ensemble du système d'assurance, j'ai tapé la dernière commande et je me suis adossée à ma chaise. Sur l'écran, les mots clignotaient, exécution terminée. J'ai fermé les yeux et j'ai entendu mon cœur battre la chamade. Je savais qu'à partir de ce moment, j'avais repris mon pouvoir. Je n'étais plus l'épouse abandonnée et faible. J'étais Hélène Dubois, la créatrice du cerveau de Nextcore, la seule personne ayant la clé pour ouvrir et fermer ses portes. Et j'ai juré que j'utiliserais la technologie même que j'avais construite pour riposter. Pas avec des couteaux, pas avec des cris, mais avec des chiffres froids et des lignes de code, sans âme mais assez puissants pour faire tomber un empire. Les rumeurs ont commencé à s'infiltrer discrètement dans l'entreprise, comme une fine fumée serpentant dans les couloirs. Au début, ce n'était que des chuchotements dans mon dos. Des commentaires hésitants autour d'un café. Puis cela s'est répandu, se transformant en une vérité largement acceptée. Les gens hochaient la tête en signe d'approbation. Hélène Dubois n'est plus mentalement stable. Vanessa a planté les graines. Je savais qu'elle était habile. Elle ne l'a jamais dit ouvertement. Juste quelques indices prudents. Certains soirs, j'ai vu Madame Dubois assise seule au bureau jusqu'au matin, les yeux rouges. C'est vraiment inquiétant. Ou encore, elle semble penser qu'elle est toujours l'âme de l'entreprise. Ça me fait de la peine, mais j'ai peur qu'elle vive dans le passé. Des mots comme ça, distillés petit à petit, s'imprégnaient dans les oreilles des gens. Répétez-les assez souvent et les gens commencent à y croire. Un matin, je suis entrée dans la salle de pause. Le groupe de jeunes employés s'est tu en me voyant, leurs regards se détournant. Quelques-uns se sont levés rapidement et sont partis avec des excuses bidons. Je me suis assise et je me suis versé une tasse de café, mais l'amertume ce jour-là était difficile à avaler. J'ai réalisé que je n'avais plus ma place ici. À midi, les collègues qui m'invitaient autrefois à déjeuner sortaient maintenant tranquillement sans me le demander. Certains s'éloignaient même quand j'approchais. Des amitiés que j'avais bâties au fil des ans se sont dissoutes, comme si une ligne invisible avait été tracée pour me maintenir de l'autre côté. J'ai essayé d'appeler Linda, une amie proche des débuts. Elle a décroché, la voix mal à l'aise. « Hélène, je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas prendre ton parti maintenant. Tu sais, les temps ont changé. » Puis elle a raccroché rapidement, me laissant figée dans mon salon. J'ai compris. Vanessa et Thomas avaient réussi à me marginaliser. La salle du conseil était pire. Avant, quand je parlais, ils écoutaient. Maintenant, pendant les réunions, dès que j'ouvrais la bouche, leurs yeux se tournaient directement vers Thomas ou Vanessa. Peu importe ce que je disais, c'était comme un courant d'air. Une fois, j'ai présenté un rapport détaillé sur une faille de sécurité potentielle. Je l'ai exposé clairement, avec des données à l'appui. Quand j'ai eu fini, la pièce était silencieuse. Thomas a souri d'un air suffisant et a dit « Merci, Hélène, mais je ne pense pas que ce soit aussi grave qu'elle le prétend. Nous devrions nous concentrer sur la stratégie d'expansion du marché. » Tout le monde a immédiatement hoché la tête et s'est tourné pour discuter avec lui,
ignorant mes avertissements. Je suis restée assise là, les mains tremblantes de colère, et personne ne s'en souciait. J'ai commencé à tout enregistrer. Les réunions du conseil, les chuchotements dans les couloirs. J'ai sauvegardé chaque clip audio, chaque email, chaque détail. Je savais qu'un jour, ce serait mon arme pour renverser la situation. Mais au milieu de tout ça, j'ai dû faire face à une dure vérité. J'avais été complètement isolée. Dans l'entreprise même que j'avais bâtie à partir de rien, j'étais devenue un fantôme. Je parcourais les couloirs et les gens me regardaient comme une étrangère, ou pire, comme quelqu'un de déséquilibré. Certains soirs, je rentrais à la maison, je laissais tomber mon sac sur une chaise et je restais assise dans le noir pendant des heures. La solitude remplissait la pièce. Après 40 ans avec Thomas, tout ce qu'il me restait, c'était ma propre ombre. Mais au lieu de m'effondrer, un autre feu s'est élevé en moi. Je me suis dit qu'ils avaient construit un mur autour de moi pour me piéger, pour bloquer ma voie. Mais ils ne savent pas que je suis en train de creuser un tunnel juste sous leurs pieds. Chaque nuit, quand Paris se taisait, je m'asseyais devant mon ordinateur, l'écran bleu reflétant un visage marqué par l'âge. Des larmes coulaient parfois, mais mes mains continuaient de taper. Je n'étais plus seulement une épouse trahie ou une cofondatrice mise à l'écart. J'étais une survivante qui se préparait à la contre-attaque. Ce jour viendrait, j'en étais sûre. Et quand il viendrait, le mur qu'ils avaient construit autour de moi s'effondrerait sous le rugissement de tout ce qu'ils avaient méprisé. La solitude qu'ils m'imposaient n'était pas une prison, c'était devenu mon laboratoire, l'endroit où je forgeais l'instrument de leur chute. Ce matin-là, le ciel de Paris était gris ardoise, une brune s'accrochant aux fenêtres du bureau. Je suis arrivée plus tôt que d'habitude avec un café noir et une pile de documents. Le bâtiment semblait différent, plus froid, si silencieux que je pouvais entendre l'écho de mes talons dans le couloir. À 9 heures précises, l'interphone a sonné. La voix de Linda, maintenant l'assistante personnelle de Vanessa, est sortie, plate et sans émotion. Madame Dubois, le PDG demande votre présence dans la salle de conférence principale, tout de suite. Je savais. Mon cœur savait pourquoi. Même si mon esprit essayait de rester calme. Cela avait été préparé depuis longtemps. La pluie dehors semblait être le signal pour le dernier acte d'une pièce où j'étais le personnage écarté. J'ai redressé mon manteau et je suis entrée dans l'ascenseur, regardant les chiffres monter jusqu'au 15, l'étage que je considérais autrefois comme le summum de ma carrière, maintenant juste un lieu d'exécution. Quand les portes se sont ouvertes, le parfum familier de Vanessa a envahi l'espace, le même que j'avais senti sur la chemise de Thomas tant de nuit. La salle de conférence était lumineuse et froide. À la longue table en chêne étaient assises 3 personnes, Thomas, Vanessa et Monsieur Keller des ressources humaines. Personne ne m'a offert de siège. Thomas a levé les yeux, sa voix sèche et mécanique. Hélène, merci d'être venue. Nous avons quelques informations à vous communiquer. Vanessa a feuilleté un dossier, sa voix légère comme l'air. Voici la décision officielle de licenciement du conseil d'administration. Avec effet immédiat. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé le papier épais, les lignes en gras comme des coups de couteau. Motif, non-coopération avec l'équipe de direction, création d'un environnement de travail hostile, atteinte au moral de l'équipe. J'ai laissé échapper un petit rire. Du beau travail. Les accusations étaient formulées avec assez de soin pour paraître presque convaincantes. Mais quand j'ai regardé Thomas droit dans les yeux, j'y ai vu quelque chose. Pas de la colère, mais de la peur. Peut-être avait-il peur que j'en sache encore trop. Vanessa était différente. Elle a souri, s'est redressée, les yeux brillants de triomphe. Chaque fois que je jetais un coup d'œil, elle caressait ses cheveux bruns brillants, ses doigts effleurant un collier en or que je savais que Thomas avait acheté. Chaque geste disait « J'ai gagné ». Thomas a croisé les mains, essayant de garder une voix stable. « Hélène, ne rends pas les choses plus difficiles. Nous te verserons tes indemnités. Considérez cela comme le moment de vous reposer et de profiter de vos dernières années. » J'ai plissé les yeux et j'ai demandé lentement « Depuis combien de temps couchez-vous ensemble ?» La pièce s'est figée. Vanessa s'est raidie, les lèvres pincées, le visage pâlissant. Thomas m'a regardé, le visage rouge. Il a frappé la table de sa main. « Arrête de délirer. Tu te dégrades, Hélène. » Je me suis penchée en arrière, un mince sourire aux lèvres. « Délirer ? Je veux juste un chiffre. 3 mois ou 6. » Thomas s'est détourné en silence. Vanessa a baissé les yeux pour ranger ses papiers, sa voix tremblant légèrement, mais essayant de paraître composée. « Je ne pense pas que cette réunion doive continuer. La décision est signée. Les RH vous guideront pour la passation. » Je l'ai regardé, mes yeux froids comme une lame.
Fais attention aux rêves que tu crois tenir, Vanessa. Certaines choses ne te montrent l'abîme qu'une fois que tu les as saisies. Elle n'a pas répondu, se contentant d'un petit sourire. Le sourire d'une vainqueur. Thomas s'est levé, est allé à une armoire, a sorti un vieil ordinateur portable et l'a jeté légèrement vers moi. Prends-le, Hélène. C'est ta vieille machine. Je pense que tu en auras besoin pour écrire tes mémoires. Quelques rires gênés se sont échappés des deux autres. J'ai regardé la coque éraflée de la machine, les touches usées, mais à l'intérieur, elle contenait tout ce qu'il n'avait jamais compris. Le code d'assurance avec une petite commande qui, à elle seule, pouvait faire tomber leur empire. J'ai pris l'ordinateur portable à deux mains, le tenant comme quelque chose de sacré. J'ai levé les yeux vers Thomas, la voix stable. Merci. J'en aurais en effet besoin. Il a haussé un sourcil, ne saisissant pas le sens. Vanessa a souri légèrement. C'est bien que vous puissiez prendre cela avec autant de grâce. Je vais faire en sorte que quelqu'un vous aide à faire vos cartons. Pas besoin, ai-je dit. Tout ce qui m'appartient, je le porte dans ma tête depuis longtemps. Je me suis retournée et j'ai marché lentement vers la porte. Mais alors que ma main touchait la poignée, la voix de Thomas est venue de derrière. Hélène, considère que c'est définitif. N'essaie pas de revenir. Je me suis arrêtée, je me suis retournée et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as raison. C'est définitif, mais pas parce que tu le dis. Vanessa a légèrement froncé les sourcils. Thomas est resté figé, son regard vacillant une seconde avant de se détourner. J'ai ouvert la porte et j'ai quitté la pièce, mais leur scénario n'était pas terminé. Dans le couloir, deux gardes de sécurité attendaient. L'un s'est avancé, la voix froide. Désolée, Madame Dubois. On nous a demandé de vous escorter hors du bâtiment. Je les ai regardés. Pas de colère, pas de résistance. J'ai juste dit doucement, je peux marcher seul. Ils m'ont quand même suivi de près, comme si je pouvais voler quelque chose. Dans le hall, l'un d'eux a tenu la porte. Son ton était sec, veuillez quitter les locaux de l'entreprise. Je suis sortie. La lourde porte en verre s'est refermée derrière moi avec un bruit sourd, comme un verrou sur le destin. La pluie était plus forte. Je me tenais à l'entrée de Nexcore, l'endroit où j'avais posé la première brique, esquissé le premier logo, célébré le premier contrat. Maintenant, j'étais jetée de la maison même que j'avais construite, comme une étrangère. J'ai levé les yeux vers le 15e étage. À travers le verre embué, la silhouette de Vanessa était claire, sa main sur l'épaule de Thomas. Il riait. J'ai pincé les lèvres et j'ai serré l'ordinateur portable. Mes mains étaient glacées, mais une chaleur a envahi ma poitrine. Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais pas besoin, car je savais que dans seulement 10 minutes, le code que j'avais implanté sur cette machine commencerait à s'exécuter. Pas pour détruire, mais pour restaurer l'équilibre. Dans 10 minutes, ils apprendraient ce que signifie réveiller la bête qu'ils pensaient avoir domptée. Je me suis retournée et j'ai marché sous la pluie. Des gouttes froides piquaient mon visage, trempaient mes cheveux argentés et s'infiltraient dans mon col. Je n'ai pas ouvert de parapluie. Je me suis laissé tremper. J'ai laissé le froid s'infiltrer jusqu'à l'os. Sur le trottoir, je me suis arrêtée et j'ai regardé en arrière une dernière fois. Les lettres audacieuses « Nexcore Technologies » se dressaient, captant la lumière. J'ai parlé doucement, presque seulement pour moi-même. Vous avez tout pris, mais vous avez oublié. L'âme de Nexcore, c'est encore moi. J'ai ouvert l'ordinateur portable sous un auvent, l'écran brillant sous la pluie. Ma main tremblait légèrement alors que je tapais quelques caractères. La ligne de commande est apparue. Système authentifié. Compte à rebours initié. J'ai souri. Un sourire calme. Pas de haine. Pas d'amertume. Juste l'équilibre. Rendre ce qui avait été volé. La pluie continuait de tomber sous le ciel gris. J'ai fermé tranquillement l'ordinateur portable, l'ai glissé dans mon sac et je suis partie. Derrière moi, l'empire dont ils étaient si fiers était sur le point de commencer à trembler. J'étais encore assise sur les marches de pierre froide, serrant l'ordinateur portable, quand le téléphone dans ma poche a vibré. Je l'ai sorti. L'écran s'est allumé avec une ligne familière, protocole Oméga activé. En dessous, un compte à rebours rouge, 10 minutes 0 secondes. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai levé les yeux vers l'imposant bâtiment de verre. Nexcore, mon enfant, bourdonnait comme une machine géante. Mais dans quelques minutes, il commencerait à faiblir, comme un cœur arythmique. Et seul moi savais pourquoi. 9 minutes. Je suis restée assise, écoutant la pluie taper sur la rampe métallique. À l'intérieur, les employés ont commencé à froncer les sourcils. À travers la vitre,
J'en ai vu quelques-uns sursauter de leurs chaises. Leurs écrans clignotaient. Les systèmes ralentissaient. Les curseurs tournaient sans fin. Les plaintes se sont propagées dans les rangées. Que se passe-t-il? Pourquoi les serveurs sont-ils si lents? 7 minutes. J'ai vu un ingénieur informatique sprinter dans le couloir, le téléphone collé à l'oreille. 5 minutes. Pile à l'heure. Le portail client est tombé en panne. Toutes les transactions se sont figées. Des milliers de sessions bloquées. Les lignes du service client hurlaient. Les alarmes internes ont retenti dans tout le bureau. 3 minutes. Une alerte critique a clignoté sur le tableau de bord de surveillance mondiale. Erreur critique détectée. Et puis, comme je l'avais prédit, le pire est arrivé. Les pirates informatiques internationaux ont repéré la faille. De partout, de Russie, de Chine, d'Europe de l'Est, des flots d'adresses IP se sont précipités comme des loups sentant le sang. Ils ne se souciaient pas de qui était Nexcore. Ils ont vu une forteresse, autrefois intouchable, qui se fissurait maintenant. En quelques minutes, des centaines d'attaques ont éclaté simultanément. Le pare-feu a cédé. Des alertes rouges ont inondé le système et les données des clients se sont bloquées. Je peux imaginer la scène à l'intérieur en ce moment. Un bureau autrefois calme se transformant en chaos. Des chaises qui grincent, des claviers qui martèlent, des téléphones qui sonnent sans arrêt, des employés qui courent partout, transpirant à travers leurs chemises. Thomas est sûrement blanc comme un linge. L'homme qui se tenait sous les projecteurs en se vantant d'une technologie impénétrable est maintenant figé sur sa chaise, la sueur perlant sur son front. Vanessa, qui était si sûre d'avoir tout le pouvoir, est probablement chancelante, les lèvres tremblantes, son sourire suffisant disparu. Des cris doivent résonner à travers les étages. Les serveurs sont en panne. Nous avons perdu le contrôle. Les données des clients ne répondent plus. Quelqu'un a certainement appelé les relations publiques, mais comment peuvent-ils le cacher alors que la presse l'a déjà flairé en quelques minutes? Les principaux médias commencent à diffuser des bannières rouges. La grande entreprise de cybersécurité Nexcore subit un piratage massif. Ces mots tranchent comme un coup fatal. Une entreprise bâtie sur la promesse de sécurité, maintenant exposée au public comme un château de sable emporté par la pluie. Je me suis levée, un peu chancelante, non pas de peur, mais d'un mélange de douleur, de colère et de soulagement. J'ai levé les yeux vers le 15e étage où les lumières du bureau du PDG brillaient. Le verre reflétait des ombres paniquées qui allaient et venaient. La pluie tombait plus fort, collant mes cheveux à ma tête, alourdissant mon manteau de marque. Je ne l'ai pas essuyé. Je n'ai pas couru. Je suis juste restée là, tenant l'ordinateur portable, les yeux fixés sur le bâtiment. Un petit sourire s'est glissé sur mes lèvres. Pas le sourire d'une victoire totale, mais le sourire d'une femme qui a finalement retrouvé sa voix après avoir été piétinée. Ils m'ont jeté comme un déchet. Mais 10 minutes plus tard, ces mêmes personnes regardaient leur empire s'effondrer sous leurs yeux. La pluie se mêlait aux larmes sur mes joues. Personne ne pouvait faire la différence. Je me suis murmuré, ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début. Cette pluie n'était pas seulement de l'eau, c'était un baptême. Le baptême d'une nouvelle Hélène, forgée dans le feu de la trahison et prête à reconstruire sur les cendres de l'ancien monde. La nouvelle s'est répandue plus vite que je ne l'avais prévu. Dans les 2 heures qui ont suivi la panne de Nexcore, mon téléphone n'a cessé de vibrer avec des alertes. Les médias français, des journaux locaux aux plus grands organes de presse financière, ont titré en gros caractères « Piratage majeur d'une entreprise de cybersécurité. Les systèmes de Nexcore s'effondrent sous une attaque mondiale ». Quelques sites ont ajouté des commentaires acerbes. Si Nexcore ne peut même pas se protéger, comment peut-il protéger les autres? J'étais assise dans un petit café de la rue de Rivoli, sirotant un thé chaud, observant tranquillement. Sur la télévision murale, une émission en direct montrait le graphique boursier de Nexcore. La ligne rouge plongeait comme un train fou. Chaque minute, des dizaines de millions de capitalisations boursières s'évaporaient. Autour de moi, les gens murmuraient. La plupart n'avaient aucune idée que j'étais Hélène Dubois, la cofondatrice renvoyée quelques jours auparavant. À midi, le marché a enregistré le bilan. L'action de Nexcore avait chuté de plus de 60% en quelques heures seulement. Une vague d'ordres de vente a déferlé. Les investisseurs n'avaient plus aucune patience. Les téléphones de Nexcore devaient être en surchauffe. Les grands clients, les banques et les groupes financiers qui avaient autrefois fait confiance à notre technologie ont retiré leurs contrats en masse. Ils n'avaient pas besoin d'attendre une enquête. Pour eux, la confiance était déjà morte. Et en cybersécurité, la confiance est l'atout le plus précieux. Une fois qu'elle est perdue, rien ne peut vous sauver. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message anonyme d'un ancien employé. Madame Hélène,
la brigade financière vient d'arriver au siège. Ils ont bouclé le 15e étage pour inspecter les registres financiers et les systèmes. L'autorité des marchés financiers est également impliquée. J'ai fermé les yeux. Je n'ai ressenti ni joie ni jubilation, juste un long vide creux. L'empire que j'avais passé 40 ans à construire s'effondrait en un instant. Mais je savais que ce n'était pas moi qui l'avais détruit. Thomas et Vanessa avaient ouvert la voie avec la trahison, l'arrogance et l'avidité aveugle. Je n'avais fait qu'ouvrir la porte et laisser la vérité entrer. 2 jours plus tard, les réseaux sociaux ont explosé. Le hashtag NextCoreCollapse est devenu numéro 1 sur Twitter. Des vidéos d'employés criant dans le bureau, des alarmes retentissantes, des emails divulgués de clients furieux. Tout s'est propagé à la vitesse de l'éclair. Les gens ont créé des mèmes, des blagues, et se sont moqués d'un nom qui signifiait autrefois la sécurité. Vanessa a disparu de toutes les plateformes. Ses profils LinkedIn et Instagram ont été effacés. Pas une trace. La rumeur disait qu'elle s'était envolée pour l'Europe pour éviter les retombées. Certains ont raillé, la reine de Nextcore devenue fugitive du jour au lendemain. Et Thomas, je l'ai vu à la télévision quelques jours plus tard. Un homme décharné, les yeux cernés, les cheveux argentés en désordre, sortant du siège de Nextcore, flanqué de 2 agents, les journalistes grouillants, les flashs crépitants. Il n'était plus un PDG imposant, juste une silhouette brisée et battue. Le conseil d'administration a dû annoncer sa révocation sur le champ. On m'a demandé plus tard, « Hélène, étiez-vous heureuse de le voir tout perdre ?» J'ai simplement secoué la tête. Heureuse ? Non. Mais juste, oui. Il avait choisi la trahison, et c'était le prix à payer. Quant à moi, je ne suis pas restée assise à regarder les ruines fumer. Pendant que Nextcore était en chute libre, j'ai discrètement rencontré quelques anciens clients, ceux qui croyaient en moi, pas en la marque brillante de Nextcore. Je leur ai dit clairement que la vraie technologie était toujours là, qu'elle fonctionnait toujours, et que c'était moi qui l'avais construite. Ils ont écouté et hoché la tête. Quelques semaines plus tard, j'ai signé mon premier contrat de conseil sous un nouveau nom, Bouclier Sécurisé Solutions, dans un petit bureau loué à la Défense, juste quelques bureaux, un tableau blanc et 3 jeunes employés. Mais dans leurs yeux, j'ai vu une confiance éclatante que je n'avais pas ressentie chez Nextcore depuis des années. Le jour où j'ai signé ce contrat, Paris était de nouveau sous la bruine. Je me tenais près de la fenêtre, regardant la rue mouillée, me souvenant du jour où j'avais été chassée de Nextcore, serrant mon ordinateur portable. Un moment qui semblait être une fin, mais qui était en réalité un commencement. Bouclier Sécurisé Solutions, aussi humble que cela puisse paraître, était ma déclaration. Je n'avais pas besoin d'un empire de plusieurs millions d'euros pour prouver ma valeur. J'avais besoin d'un endroit où la justice appartenait à la vérité. Où l'intellect et la loyauté n'étaient pas trahis. J'ai posé ma main sur le tableau blanc et j'ai écrit en grandes lettres bleues, pas le pouvoir, pas l'argent. La confiance. Je savais que mon voyage entrait dans un nouveau chapitre. Et cette fois, je ne serais l'ombre de personne. J'étais Hélène Dubois, la femme qui marchait la tête au-tord des cendres. Ce soir-là, je venais de terminer une longue journée avec les jeunes ingénieurs de Bouclier Sécurisé Solutions quand j'ai entendu frapper à la porte. C'était un coup hésitant, répété, le genre de coup de quelqu'un d'épuisé, tapant avec des doigts tremblants plus qu'avec des poings fermes. Je suis allée sur le porche, j'ai ouvert la porte, et là, il y avait Thomas. L'homme qui arpentait autrefois les scènes dans des costumes à 3000 € était maintenant une épave. Chemise froissée, tachée, yeux creux, cheveux argentés en désordre comme s'il n'avait pas vu un peigne depuis des jours. Il avait perdu du poids, décharné, affaissé comme un mendiant. « Hélène, murmura-t-il, la voix brisée. S'il te plaît, donne-moi 5 minutes. » J'ai croisé les bras et je me suis appuyée contre le cadre de la porte. Je ne l'ai pas invité à entrer. Le vent nocturne de Paris était froid, mais je suis restée stable. « Que fais-tu ici ?» ai-je demandé, calme. Thomas a dégluti, les yeux rouges. « L'entreprise, elle se meurt. Je ne peux pas la ramener. Les investisseurs se sont retirés. Les clients sont partis. Il ne reste que 12 employés fidèles à Nextcore. Mais ils ne me font plus confiance. Hélène, s'il te plaît, reviens. » J'ai laissé échapper un petit rire, non plus amer, mais le rire de quelqu'un qui avait vu la vérité depuis longtemps. « Que veux-tu de moi ? Je ne suis pas ton employé à qui tu peux donner des ordres. » Il a pris une profonde inspiration et a sorti une épaisse liasse de papier de sa poche avec des mains tremblantes. Il l'a posée sur la marche devant moi. 48% des parts, pleine autorité sur l'ingénierie. Je signe ici même. Si tu reviens, Nextcore a encore une chance. J'ai baissé les yeux sur les documents. Il les avait vraiment préparés.
Termes juridiques, signature prérédigée par son avocat. Thomas était prêt à abandonner le pouvoir, la même chose qu'il m'avait arraché autrefois. Je suis restée silencieuse un long moment, puis j'ai relevé la tête, les yeux vifs comme une lame. Connais-tu mes conditions? Il a tremblé. Nomme-les. Je dois être reconnu comme l'unique architecte du système Nextcore. Tous les documents, déclarations, communiqués de presse et supports clients doivent me nommer. Ne parlez pas d'un effort d'équipe, et certainement pas de votre réalisation. Il a hoché la tête immédiatement, presque frénétiquement. Et une dernière chose, ai-je dit, la voix glaciale. Vanessa ne remettra plus jamais les pieds chez Nextcore. Ni en tant qu'employée, ni en tant que consultante, ni en tant qu'amie de l'entreprise. Thomas a pincé les lèvres, a hésité, puis a vu mes yeux et a su qu'il n'y avait aucune marge de négociation. Il a pris le stylo et a signé chaque clause lettre par lettre, comme un homme scellant le cercueil de son passé. J'ai pris les papiers, les ai feuilletés pour confirmer que tout était en ordre, puis j'ai légèrement hoché la tête. Bien. Je reviendrai. Mais souviens-toi, je ne reviens pas pour te sauver. Je reviens pour sauver la technologie, pour protéger les gens qui le méritent encore. Thomas a baissé la tête, comme s'il venait d'entendre une sentence. Quand je suis de nouveau entré au siège de Nextcore, le bureau était un fantôme de lui-même. Des rangées de bureaux vides, des écrans sombres, des chaises roulantes sans personne dedans, plus de la moitié de l'étage abandonné. Pas de frappe animée, pas de réunion bruyante, juste 12 visages familiers et fatigués qui m'attendaient dans une petite salle de conférence. Sarah, une codeuse chevronnée, s'est avancée la première. Nous savions que vous reviendriez. Nous sommes là pour vous, pas pour Thomas. J'ai regardé autour de moi. Dans leurs yeux, j'ai vu un mélange de désespoir et d'espoir. Ils ne faisaient plus confiance à l'ancien système, mais ils faisaient encore confiance à mes mains. Et je savais que si j'avais ne serait-ce qu'une petite chance, je les sortirais du gouffre. Je n'ai pas perdu de temps en discours. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai projeté la carte complète du système. Chaque point faible que j'avais discrètement intégré était maintenant la clé pour tout réparer. Nous commençons maintenant, une faille à la fois. Je vous guiderai pour les colmater toutes. À partir de ce jour, je me suis plongé dans le travail comme si j'avais 20 ans. De retour sur le sol de cet appartement humide de Lyon. De longues nuits avec ces 12 personnes à réécrire des modules, à reconstruire l'architecture de sécurité, à ériger de nouveaux pare-feux, et surtout, à restaurer la confiance. Thomas ne se montrait presque jamais. Il restait dans un petit bureau, évitant le regard de tout le monde. Je suis resté avec l'équipe, partageant des pizzas bon marché, buvant du café froid, tapant jusqu'au matin. Personne ne m'appelait plus la femme dans l'ombre. Je dirigeais. J'étais la main de fer qui reconstruisait Nextcore à partir des décombres. À la 3e semaine, le premier miracle est apparu. Un ancien client, Pacific Financial, m'a envoyé un email directement, pas par l'intermédiaire de Thomas. Nous avons entendu que vous êtes de retour. Si vous dirigez personnellement l'équipe d'ingénierie, nous sommes prêts à reconsidérer un contrat. J'ai souri. C'était le premier signe de l'effet Hélène, comme la presse l'appellerait plus tard. En un mois, 3 clients majeurs sont revenus. Ils ne faisaient pas confiance à Nextcore, mais ils me faisaient confiance. Chaque nouveau contrat était un nouveau coup de marteau qui sécurisait les fondations chancelantes. La presse, qui attendait les titres de faillite, a commencé à changer de ton. La fondatrice mise à l'écart revient, apportant l'espoir de sauver Nextcore. À l'intérieur du bureau, on pouvait sentir la vie revenir. Les employés relevaient la tête, ce sentiment d'abandon s'estompait. Et moi, chaque fois que je voyais le système s'allumer en vert sur le tableau de bord, chaque fois que « tout sécurisé » s'affichait, j'avais l'impression qu'un morceau de mes 40 en m'était rendu. Une nuit tardive, Thomas est entré dans la salle des serveurs où je surveillais un système stable pour la première fois depuis des mois. Il a regardé le flot d'écran vert, puis s'est tourné vers moi et a dit doucement « Tu l'as fait. Tu as sauvé Nextcore. » J'ai rencontré son regard, calme. « Je ne t'ai pas sauvé, Thomas. J'ai sauvé la technologie que j'ai construite. Et je l'ai fait pour les gens qui le méritent encore. Il se trouve que tu es toujours là. » Il n'a pas répondu, il s'est juste retourné et est parti. En moi, il n'y avait plus de colère, ni d'amour non plus. Seulement une vérité claire. J'avais gagné. Non pas par des cris ou une vengeance désordonnée, mais en prouvant que la compétence et la détermination peuvent reconstruire un empire à partir de ses cendres. À partir de ce moment, Nextcore n'était plus l'entreprise de Thomas. C'était la preuve de l'effet Hélène. La tempête est passée. Après des mois de travail acharné, Nextcore s'est lentement redressé. Les indicateurs sur les tableaux de bord n'étaient plus rouges vifs. Ils sont passés au vert.
Le chiffre d'affaires trimestriel a recommencé à grimper. Les anciens clients sont revenus pour signer à nouveau. Et le rebondissement que personne n'attendait, l'entreprise a enregistré des performances encore meilleures qu'avant l'effondrement. Les médias ont parlé d'une renaissance miraculeuse. Mais je savais qu'il n'y avait pas de miracle. C'était de la sueur, des larmes, et la détermination obstinée de moi-même et des 12 qui sont restés. Lors de la première réunion du conseil d'administration après la fin de la crise, je suis entrée, non plus comme l'épouse dans l'ombre, mais comme l'architecte en chef, l'épine dorsale de l'entreprise. Les membres du conseil, ceux qui avaient froidement voté pour me renvoyer, ont baissé les yeux, un mélange de regret et de respect. Le président du conseil s'est levé, la voix basse. Nous reconnaissons publiquement que Hélène Dubois est celle qui a sauvé Nexcore du bord de la faillite. Son rôle est indiscutable. Elle est l'épine dorsale. Je suis restée silencieuse, hochant légèrement la tête. La reconnaissance est venue tard, mais elle était nécessaire. Elle ne pouvait pas effacer l'humiliation que j'avais subie, mais elle me rendait une vérité. La justice m'appartenait enfin. Thomas était toujours assis là. Il a essayé encore et encore d'intervenir, de récupérer son ancien rôle, mais chaque fois qu'il parlait, je le réduisais au silence avec des chiffres, des preuves, une architecture que seul moi pouvais expliquer. Face à mes arguments froids et précis, il s'est tu. Une fois, après une réunion, il s'est arrêté dans le couloir, la voix étranglée. « Hélène, tu es la femme la plus intelligente que j'ai jamais connue. » J'ai regardé droit dans ses yeux. J'y ai vu une lueur de l'homme que j'avais autrefois aimé, l'homme qui s'asseyait à côté de moi en mangeant des nouilles instantanées dans un logement bon marché. Mais ce souvenir n'était plus que cendre. J'ai esquissé un faible sourire. Peut-être, mais tu l'as réalisé bien trop tard. Notre amour était mort depuis longtemps. Ce qui restait était un certificat de mariage vide de sens. Je ne lui en voulais plus, mais il n'y avait plus rien à pardonner. Le jour où Nexcore a célébré sa renaissance, la salle était comble. Des lumières vives, une immense toile de fond proclamant « plus fort que jamais ». Je suis montée sur scène sous une vague d'applaudissements qui semblait ne jamais vouloir s'arrêter. Et sur cette scène, j'étais seule. Pas de Thomas à mes côtés, personne pour obscurcir ma lumière. J'ai baissé les yeux sur les rangées de visages. Des gens qui avaient douté de moi, qui m'avaient tourné le dos, écoutaient maintenant attentivement. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé clairement. Ne sous-estimez jamais la femme qui a construit le royaume. La salle est restée silencieuse un instant, puis a éclaté en applaudissements. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. Cette seule phrase disait tout. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières de Paris scintiller à travers la ville. J'ai pensé à 40 ans, des nuits blanches à écrire du code, des larmes silencieuses, des trahisons brutales, et les sourires finaux quand la justice est revenue. Je savais que ce voyage ne consistait pas seulement à sauver une entreprise. Il laissait un héritage à ceux qui viendraient après, que les femmes, à tout âge, ont le droit de se lever, de reprendre leur voix et de revendiquer leur véritable valeur. J'ai relevé la tête, me sentant légère. J'étais libre. J'étais forte et j'avais laissé une marque indélébile sur cette vie. Mon histoire se termine ici, mais son écho persistera. Je veux m'asseoir et vous écouter, vous qui avez suivi mon parcours. D'où regardez-vous? Et quel moment vous a le plus touché? Laissez un commentaire et partagez quelques mots. Votre voix me rappelle que je ne suis pas seule. Si cette histoire vous a donné ne serait-ce qu'un peu d'espoir, veuillez vous abonner, cliquez sur j'aime et continuez à marcher avec moi. Je vous suis vraiment reconnaissante, non seulement d'avoir écouté, mais de m'avoir aidé à prouver une chose. La justice trouve toujours son chemin.